Bienvenue à Psychologie évolutionniste PSF 470. On est encore en train de parler de la synthèse moderne de la théorie de l'évolution. Donc, ce que je veux dire spécifiquement par là, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on a contribué, peut-être à peu près une centaine d'années après Darwin, comment est-ce qu'on a contribué à cette théorie, qu'est-ce qu'on y a rajouté pour la rendre encore mieux et pour la rendre moderne, pour l'updater d'une certaine manière. Et on a parlé de la génétique, on a parlé de la valeur inclusive, ok, qui est très importante, la valeur sélective inclusive, ok. Et il y a d'autres façons que cette théorie-là a été raffinée et retravaillée pour qu'elle devienne vraiment moderne, ok. Et un individu qui a contribué beaucoup à ça, c'est George C. Williams, en 1966, qui a publié un livre intitulé Adaptation and Natural Selection. Okay. Et lui a vraiment travaillé fort pour faire comprendre aux gens cette idée de la valeur sélective inclusive là, de Hamilton. Okay. Et vraiment, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'idée d'Hamilton, et Hamilton, lui, avait fait son argument, mais vraiment en utilisant des stratégies mathématiques, et ainsi de suite. Il avait démontré en regardant les pourcentages de gènes en commun, puis des probabilités, puis des trucs, tu sais. Donc, c'était très mathématique. D'ailleurs, il y a une histoire, l'histoire veut que la thèse de doctorat de Hamilton n'était même pas comprise par son superviseur parce que c'était trop mathématique et il s'est fait dire par des biologistes c'est n'importe quoi ton affaire, la biologie c'est pas des maths, ça se passe dans la vraie vie, et toi c'est juste des calculs de pourcentage et de probabilité. Et finalement, le bonhomme Hamilton, il avait complètement raison, mais ça a pris des gens comme George C. Williams pour faire que l'argument soit moins mathématique et plus facile à comprendre. OK? Donc, il a vraiment travaillé fort à ça, à faire comprendre aux gens la valeur sélective inclusive. Okay? Et dans ce livre-là, il a contribué à des changements majeurs dans la manière dont on pense à l'évolution. Donc, premièrement, en amenant des arguments pour la valeur sélective inclusive qui ne sont pas juste mathématiques, puis des trucs de pourcentage de gènes et probabilités, ce que Hamilton utilisait, mais en amenant plus des arguments logiques et plus faciles à comprendre, qui sont un peu ceux que je vous ai montrés là, lorsque je vous ai parlé de la valeur sélective inclusive. Okay? Donc ça, c'est une de ces choses qu'il a fait. Mais une autre chose qu'il a fait qui est importante, c'est qu'il a, ça dit premièrement ici, mais dans le fond, c'est pas juste premièrement, là, j'aurais dû enlever le premièrement. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà, il est parti. Donc, une des choses qu'il a fait, Williams, qui est très importante, c'est qu'il a proposé un argument solide contre l'idée de la sélection de groupe. OK. La sélection de groupe, c'est cette idée que les gens ont que les espèces qui survivent, c'est les espèces qui possèdent des caractéristiques qui sont bénéfiques pour leur groupe. Souvent, on entend dire ça, c'est la sélection naturelle, l'évolution, c'est à propos de faire la bonne chose pour son espèce ou pour son groupe. Okay? Darwin ne disait pas ça, lui. Okay? Darwin, ce qu'il disait, c'est qu'il y a des individus dans un groupe qui ont des caractéristiques qui vont être plus propices à se reproduire et à survivre. Et donc, quand on regarde de qui va passer ces gènes et qui va contribuer à quoi va avoir l'air l'espèce à la prochaine génération, ça va être ces individus-là plus que d'autres. Mais ces individus-là, pour Darwin, se reproduisent pour eux-mêmes, pour passer leurs gènes. Ils ne se reproduisent pas pour le groupe. Or, il y avait, et il y a encore, une idée fausse comme quoi les espèces qui possèdent des caractéristiques... C'est juste les espèces qui possèdent des caractéristiques bénéfiques pour leur groupe qui survivent. Okay? Moi, je suis en train de vous dire c'est faux. Ceux qui survivent, c'est les espèces qui possèdent des caractéristiques bénéfiques, point, qui leur permettent de survivre et de se reproduire. Pas des caractéristiques bénéfiques pour leur groupe.
Okay? Mais pourtant, et ça, c'est l'idée de la sélection de groupe, qui est une erreur. Okay? Et ce que Williams a fait, c'est qu'il a trouvé des façons de faire comprendre aux gens et aux biologistes de l'époque, dans les années 60, je pense, que ça faisait aucun sens, l'idée de... Ça se pouvait pas que ceux qui survivent sont ceux qui ont des caractéristiques bénéfiques pour leur groupe. Okay? Il y a dans un groupe, dans une population d'individus, il y a des individus qui ont des caractéristiques bénéfiques pour leur groupe, certainement. Mais les chances sont bonnes que la plupart du temps, ces caractéristiques-là soient un problème plus que d'autres choses. OK? Donc, voyez, dans l'exemple classique là, de la sélection de groupe que les gens qui croyaient à la sélection de groupe faisaient, okay? C'était un exemple comme par exemple un animal. Imaginons un animal qui fait partie d'une population de sa propre espèce, là, disons 100 animaux sur une île, okay? 100 moineaux sur une île par exemple. Okay? Puis évidemment, ben, il y a une quantité limitée de nourriture. OK? Et donc, l'idée de la sélection de groupe, c'est qu'un animal pourrait limiter sa reproduction personnelle pour garder la population petite. Et en gardant la population petite, il permettrait à tout le groupe de survivre parce que s'il ne se reproduit pas trop, il éviterait la destruction de la base alimentaire sur laquelle la population se fie. Okay? En d'autres mots, si l'animal se reproduit trop, il va avoir pas assez de bouffe pour tout le monde au bout d'un moment. Donc, un animal, selon la sélection de groupe, un animal pourrait limiter sa propre production personnelle pour s'assurer que la population reste petite puis éviter la destruction de la base alimentaire sur laquelle la population se fie. Mais évidemment, le problème avec ça, c'est que ça prend une certaine compréhension des choses pour comprendre ça et ça serait dur de je parie que les moineaux ne réfléchissent pas en termes de est-ce qu'il y a assez de nourriture pour tout le monde, tu sais. Mais l'idée, donc, c'est selon l'argument de la sélection de groupe, c'est ça. Et selon l'argument de la sélection de groupe aussi, ceux qui agiraient plus égoïstement, en se reproduisant beaucoup, puis en faisant beaucoup de petits, ils périraient en raison de la surexploitation des ressources alimentaires sur lesquelles l'espèce est appuyée. Donc, si ils se reproduisent trop, tout le groupe meurt, donc eux autres aussi meurent. S'ils limitent leur reproduction, le groupe s'en tire mieux, donc ils s'en tirent mieux. Et donc, ce qu'on devrait voir, selon cet argument-là, c'est des individus qui... on devrait voir que les gens ont tendance à faire la bonne chose pour leur groupe. Mais évidemment, ce que Williams a démontré, c'est que ça ne marche pas au niveau logique. Et il l'a montré avec une série d'arguments, et en voici un. Okay? Imaginons une population de 11 animaux, alright, sur une île. Puis il y a 6 unités de nourriture. À chaque génération, il y a 6 unités de nourriture. Donc, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Il y a 11 animaux. Donc, il y a plus de bouffe que de nourriture. Il y a moins de bouffe que d'animaux. OK? Alright? Il y a de la bouffe pour 6 animaux, mais il y en a 11. OK. Parmi ces animaux-là, il y en a... ceux en vert, ce sont ceux qui ont tendance à faire des comportements qui sont bons pour le groupe. Au complet. OK? Ceux en rouge, ce sont ceux qui ont tendance à faire des comportements qui sont juste bons pour eux. Pas pour le groupe. OK? Donc, ceux en vert pensent au groupe. Ceux en rouge ne pensent pas au groupe. OK? 6 unités de nourriture. Ben, les 4 rouges qui ne pensent pas au groupe, qui pensent juste à eux-mêmes, ils vont directement aller trouver de la bouffe parce qu'ils pensent juste à eux-mêmes. Ça fait 4 unités bouffées. Ça veut dire que pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui pensent au groupe, il reste juste 2 unités de nourriture. Donc, il y en a juste 2 qui vont aller se reproduire, qui vont aller manger, okay, qui vont être capables de manger et donc de survivre. OK? Parce que de ces vers-là, c'est pas tous qui voulaient aller chercher c'est la nourriture, parce qu'il y en a là-dedans qui ont tendance à faire ce qui est mieux pour le groupe, fait qu'ils ont moins tendance à aller prendre la nourriture, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que la bouffe va être utilisée par les 4 égoïstes, puis les 2 qui pensent au groupe, eux autres, bon, il y en a 2 là-dedans qui vont trouver de la bouffe qui reste, mais la plupart n'en trouveront pas.
Donc, ils trouvent de la bouffe. Ils arrivent à survivre, ils arrivent à se reproduire. Disons que chacun fait 2 petits. OK. Il y a maintenant, donc eux, il a fait 2, 2, 2, 2, 2 et 2. On a maintenant la génération 2. La population ressemble à ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 égoïstes. 1, 2, 3, 4 non égoïstes. Il y a toujours 6 unités de bouffe. Qu'est-ce qui se passe? Les 6 unités de bouffe, désolé de le dire, mais ils vont être pris par les égoïstes. Parce que c'est comme ça. Et donc, eux, ils vont se reproduire et survivre. Et qu'est-ce qui va arriver à la génération 3? Ben, c'est tous des égoïstes. Donc, la logique de Williams, c'est, regarde, la sélection de groupe, ça ne marche pas parce que, oui, ça se peut que dans une population, il y ait des individus qui font ce qui est meilleur pour le groupe. Mais étant donné que les ressources sont toujours limitées, et c'est ça le problème, là, à cause que les ressources sont toujours limitées, au bout d'un moment, au bout de quelques générations là, ces individus-là qui sont bons pour le groupe, ils vont juste se faire effacer. Ils vont juste se faire effacer par ceux qui sont égoïstes. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des ressources limitées. S'il n'y avait pas de ressources limitées, il n'y aurait pas de problème. En fait, s'il n'y avait pas de ressources limitées, s'il y avait des ressources illimitées, puis il n'y avait aucun danger, puis il n'y aurait pas de changement, il n'y aurait pas d'évolution, parce qu'il n'y aurait pas de sélection. Mais à cause qu'il y a, par exemple, des ressources limitées de nourriture, ben, ça fait que les égoïstes, ceux qui agissent pour eux-mêmes et non pas pour le groupe, ils vont nécessairement toujours aller consommer la nourriture. Et ce qui va laisser moins de ceux qui sont pour le groupe en consommer. Et au bout d'un moment, si on regarde au niveau des générations, ben, ce qui va arriver, c'est qu'à la génération 3, il n'y a plus personne dans le groupe qui est pro-groupe. Okay? Tout le monde fait les choses pour soi-même. Okay? Mais évidemment, hein, souvenez-vous que... non, je vais laisser ça là, non, je vais voir les questions que vous avez, en fait. Okay? Donc, ça, c'est la logique que Williams amène pour montrer, mais regarde, ça fait pas de sens. Là. L'argument de la sélection de groupe, que dans le fond, voulant que les individus qui sont sélectionnés sont ceux qui ont des caractéristiques qui sont avantageuses pour leur groupe, c'est n'importe quoi, ça marche pas. Les individus qui sont sélectionnés par l'évolution sont ceux qui ont des caractéristiques avantageuses qui leur permettent de se reproduire. That's it. Pas qui sont avantageuses pour le groupe. Okay? Donc, moins de 5 ans après la publication de son livre, la plupart des biologistes avaient renoncé à l'idée de la sélection des groupes. Ce qui est incroyable parce qu'avant, c'était très populaire. Williams a réussi vraiment à les convaincre que, regarde, logiquement, ça ne marche pas. Ça ne va pas fonctionner. Okay? Ce qui est intéressant, c'est que très récemment, il y a eu un regain d'intérêt pour l'idée de sélection de groupe parce qu'il s'avère que c'est pas impossible que sous certaines conditions, ça fonctionne, mais je suis pas certain de comprendre. Puis même les biologistes eux-mêmes, je pense, sont pas vraiment d'accord, tout le monde. Donc, on va laisser ça là. Mais l'idée, c'est que Williams a vraiment permis de casser cette idée de sélection de groupe. OK? Mais probablement, ce pourquoi Williams est le plus connu, c'est pour nous avoir fait comprendre le concept d'adaptation. C'est quoi une adaptation? OK? Il a produit une analyse détaillée du concept d'adaptation. OK? Et pour lui, ce que c'est des adaptations, donc pensez par exemple aux épines du porc-épic ou aux ailes de l'oiseau. Okay? Ce sont des adaptations. Okay? Et les adaptations, pour lui, elles peuvent être définies comme des solutions évoluées à des problèmes spécifiques qui contribuent directement ou indirectement à la reproduction réussie. Donc, les épines du porc-épic, elles sont une solution évoluée, ça veut dire qu'elles ont évolué. Elles sont une solution évoluée à un problème spécifique, le problème qu'il y a des prédateurs qui essayent de manger le hérisson, puis le hérisson est capable de gérer ce problème-là avec ses épines, qui contribue directement ou indirectement à la reproduction réussie. Ça veut dire qu'en ayant des épines, ça fixe son problème que certains prédateurs essayent de le manger,
Et ça contribue au fait que le porc-épic est capable de se reproduire plus. Donc ici, on parle directement ou indirectement d'aider d'autres porcs-épics à se reproduire. Okay? Les glandes sudoripares, par exemple, selon Williams, sont une adaptation. Vous avez des glandes sudoripares sur votre corps, dans votre corps. Elles sont une adaptation qui vous permettent de résoudre le problème de régulation thermique. Elles vous permettent de suer, de transpirer. Sans ça, vous feriez de l'hyperthermie. Vous deviendriez trop chaud, trop chaude, et vous tomberiez malade et vous mourriez. Et donc, vous n'arriveriez pas vraiment à vous reproduire ou à aider quelqu'un d'autre à survivre pour se reproduire. Et donc, les glandes sudoripares que vous avez sont des adaptations, ce sont des solutions qui ont évolué au fil du temps pour régler un problème spécifique, le fait que notre corps, la biochimie de notre corps demande une température très, très régulée. Okay? Et que s'il y a changement de cette température-là, ça cause toutes sortes de problèmes. Et donc, ça, c'est le problème spécifique. Donc, les glandes sudoripares ont évolué de manière à régler ça, à réguler la température. Et ça fait que vous êtes capable de survivre assez longtemps, ou vos parents étaient capables de survivre pour se reproduire, pour donner vous. Et ils ont été capables de survivre et d'aider toutes sortes de gens dans différentes manières, qui fait que ces gens-là ont été capables de se reproduire plus tard. Et de ces gens-là, ils ont des gènes en commun avec vos parents, et donc, et ainsi de suite. Les préférences gustatives sont des adaptations qui guident la consommation d'aliments nutritifs. Pourquoi les êtres humains trouvent la nourriture pourrie dégoûtante? La senteur de quelque chose qui est pourri, dégueulasse. Okay? Ben, parce qu'il y a un problème très spécifique dans le monde physique qui est qu'on doit se nourrir, mais que certaines substances, alors que certaines substances peuvent nourrir notre corps et nous permettre de survivre, d'autres substances peuvent nous tuer direct là. OK? Et donc, face à ce problème-là, on a évolué des préférences gustatives, okay, qui fait que ça nous guide vers des aliments qui sont nutritifs et non empoisonnés. On est capable de faire la différence entre quelque chose qui sent mauvais au niveau de la nourriture, quelque chose qui est pourri et quelque chose qui ne l'est pas. Et c'est très utile. Okay. Les préférences pour des partenaires sexuels sont des adaptations qui guident la sélection de partenaires fertiles. On va parler beaucoup de ça. Il y a un problème dans le monde physique qui est que nos gènes cherchent à faire des copies d'elles-mêmes et ça demande qu'on se reproduise avec un partenaire. Or, il y a des partenaires qui ne sont pas fertiles, puis il y en a qui sont fertiles. Okay? Si on se reproduit avec un partenaire qui n'est pas fertile, c'est problématique parce que ça permet à beaucoup moins de nos gènes ou même zéro de nos gènes à passer à la prochaine génération. Donc, il faut trouver des partenaires fertiles si nos gènes veulent passer à la prochaine génération. Et donc, face à ce problème-là, on a évolué toutes sortes de tendances à préférer certains genres de partenaires. Et nos préférences sont corrélées avec des gens fertiles. Ce qu'on a tendance à préférer, ce sont des gens qui, on a des bonnes raisons de croire, sont fertiles. Okay? Maintenant, à travers tout ça, je ne sais pas si vous demandez, peut-être vous vous dites, prenons l'exemple des glandes sudoripares, je ne sais pas si vous dites, attends, Mathieu, es-tu en train de dire que nous autres, les êtres humains, on a remarqué qu'on avait un problème avec la chaleur, il fallait rester constant, à une température constante, donc on a évolué des glandes sudoripares pour régler ça. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que de vos ancêtres, il y en avait qui avaient des glandes sudoripares, il y en avait qui n'en avaient pas. Il y en avait qui en avaient des plus fonctionnels, il y en avait qui en avaient des moins fonctionnels. Et ceux qui en avaient, et qui en avaient des qui étaient très fonctionnels, ils ont plus réussi à survivre et ils ont passé ces gènes-là. Et de génération en génération, on arrive maintenant avec toute une espèce, Homo sapiens, qui a des glandes sudoripares super fonctionnelles. Okay? Même chose avec les préférences gustatives. Vous pourriez vous demander, Mathieu, es-tu en train de dire qu'on a remarqué qu'il y avait au fil de l'évolution, on a remarqué, les êtres humains, qu'il y avait des aliments qui étaient dangereux, puis des aliments qui n'étaient pas dangereux, puis donc ça serait utile d'être capable
de faire la distinction entre quelque chose de pourri et quelque chose qui l'est pas, et donc on a décidé de s'entraîner à utiliser notre nez pour sentir ou pour goûter, notre bouche pour goûter la différence entre qu'est-ce qui est pas bon et qu'est-ce qui est bon, puis là finalement on a été capable de montrer ça à nos petits, puis là aujourd'hui on a des préférences gustatives. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que de vos ancêtres, au cours de millions de générations, il y avait certains de vos ancêtres qui étaient moins bons à faire la distinction entre les choses pourries et les choses pas pourries. Il y avait de vos ancêtres qui ne détestaient pas la nourriture avariée. Il n'y avait pas tendance à détester ça. Okay? Et il y en avait qui avaient vraiment tendance à fuir la nourriture avariée, qui détestaient ça pour mourir. Et que ceux-là ont plus survécu que les autres. Parce qu'ils ont moins bouffé de trucs toxiques. Et donc, ils ont été moins malades, ils ont plus été capables de se reproduire. Et que ceux de vos ancêtres qui avaient... en fait, je devrais dire, les gens dans le passé qui n'avaient pas tendance à faire beaucoup de distinctions entre la nourriture pourrie et de la nourriture pas pourrie, okay? Et ces gens-là sont pas devenus... ont eu très peu de chance à devenir vos ancêtres parce qu'ils mouraient plus facilement. Et ils avaient tendance à moins se reproduire parce qu'ils mouraient plus facilement. Pensez aujourd'hui à qu'est-ce que ça voudrait dire quelqu'un qui n'est pas capable de sentir la nourriture pourrie. Dans le sens où il peut pas faire la différence entre la nourriture pourrie et la nourriture pas pourrie. Il va constamment être malade. Cette personne-là va constamment être malade. Donc, elle va beaucoup moins se reproduire. Si elle a des enfants, elle va beaucoup moins en prendre soin parce qu'elle va constamment être malade. Elle va donner à ses enfants de la nourriture pourrie parce qu'elle ne peut pas faire la différence entre les deux, pourrie et pas pourrie. Donc, ça ne marche pas, là. Génétiquement, là, ces gènes ne vont pas se rendre loin à plusieurs générations. Là. Ils vont être effacés au bout d'un moment. OK? Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, pour Williams, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a vraiment permis de comprendre que des adaptations, ce sont... et il nous a donné des exemples d'adaptation. Des exemples d'adaptation. Les glandes sudoripares, c'est une adaptation. Les préférences gustatives, c'est une adaptation. Les préférences pour certains partenaires sexuels, c'est des adaptations. Pourquoi? Parce que c'est des solutions évoluées à des problèmes spécifiques qui contribuent directement ou indirectement à la reproduction réussie. Et donc, une des grandes contributions de Williams, c'était de nous permettre de déterminer quelles caractéristiques d'organismes sont des adaptations et lesquelles ne le sont pas. Quelles devraient avoir un E, L-E, double L-E au début, là, ici, désolé, je n'avais pas remarqué. Okay? Donc, Williams a dit, regarde, il y a plein de caractéristiques chez, par exemple, un animal, okay? Mais ce n'est pas toutes ces caractéristiques-là qui sont des adaptations. Ce n'est pas toutes qui sont des adaptations. Okay? Il y en a qui le sont, puis il y en a qui ne le sont pas. Je vais vous donner un exemple qu'on va voir plus tard. On a tous un nombril. Tous les êtres humains sur Terre ont un nombril. Il y a certaines formes de nombril différentes. Oui, il y a de la variation. Mais on a tous un nombril. Okay? Un nombril, ce n'est pas une adaptation. Ça ne règle aucun problème. Ceux qui ont des nombrils se reproduisent pas plus que... ceux qui ont des petits nombrils se reproduisent pas moins que ceux qui ont des gros nombrils. Il n'y a aucun... Un nombril, c'est juste pas une adaptation. Okay? Donc, il existe chez des animaux des caractéristiques qui ne sont pas des adaptations. Là. OK? Un nombril, c'est un exemple de ça. Mais il y a plein de caractéristiques qui sont des adaptations. Par exemple, des glandes sudoripares. Okay? Donc, pour ce faire, Williams a proposé 3 critères pour identifier si c'est une adaptation ou si ce n'en est pas une. Okay? Et son idée, c'était qu'il ne faut pas prendre toutes les caractéristiques des animaux puis penser que c'est toutes des adaptations qui ont évolué parce que ça servait à régler un problème. Lui, il disait, non. Il faut juste penser que c'est une adaptation si ça ne peut pas être expliqué d'une autre manière. OK? Puis là, vous vous demandez peut-être, ouais, mais monsieur, pourquoi on a un nombril? Pourquoi on a un nombril, chers amis? On a un nombril parce qu'on est des mammifères. Et les mammifères, lorsqu'ils sont dans le ventre de leur maman, ils sont connectés à leur maman à un cordon ombilical. Ça, c'est une adaptation.
Le cordon ombilical est une adaptation parce qu'il permet de régler toutes sortes de problèmes de survie du fœtus et de la maman. Lorsque le bébé naît, on coupe le cordon ombilical, ce qui forme un nombril. Le nombril n'est pas une adaptation. Le nombril ne sert à rien. Le nombril est la preuve qu'il y avait un cordon ombilical avant, lequel est une adaptation. Okay? Donc, le nombril, on peut l'expliquer d'une manière que le nombril, ce n'est pas une adaptation. Donc, si vous pouvez expliquer une caractéristique en montrant que ce n'est pas une adaptation, ça n'en est pas une. Mais s'il n'y a pas d'autre façon d'expliquer une caractéristique, ça doit être une adaptation. C'est ça l'idée de Williams. Et il y a 3 critères spécifiques que vous devez respecter pour identifier si quelque chose en est une. Okay? Et il donne un exemple qui est stupide, mais je veux dire, qui fait du sens. Prenons par exemple un poisson volant. Vous savez, les poissons qui... C'est pas un bon mot, en fait, volant. Ils ne volent pas vraiment, mais c'est des poissons qui sautent hors de l'eau, là, tu sais. Et qui replongent. Okay? Ça ne fait aucun sens de dire que les poissons, chez les poissons, il y a une adaptation qui consiste à revenir à l'eau. Que sans cette adaptation-là, les poissons... Et que cette adaptation-là leur permet de... C'est une adaptation très importante parce que sans cette adaptation-là, les poissons sauteraient, puis là, ils continueraient à rester dans l'air. Puis là, ils mourraient parce qu'ils ont besoin d'eau pour survivre. Alors, ça prend une adaptation pour leur permettre de revenir à l'eau. C'est une idée stupide, ça, parce que ça peut être expliqué d'une manière beaucoup plus simple, la raison pour laquelle ils reviennent à l'eau, qui est la gravité. Tu sais, ils sautent et ce qui monte a tendance à redescendre par gravité, donc ils retournent à l'eau. On n'a pas besoin d'une adaptation pour dire « Oh, regarde, les poissons volants ont besoin d'une adaptation pour qui fait en sorte qu'ils ont le désir de revenir à l'eau parce que sinon, ils mourraient, ils resteraient constamment dans l'air. » Non, tu as juste besoin de la gravité. Okay? Comme le nombril, tu n'as pas besoin de dire « Ah, une adaptation là. » Non, le nombril existe juste parce qu'on a coupé le cordon ombilical. Ça forme un nombril. Le cordon ombilical est une adaptation. Le nombril, lui, c'est rien. OK? Donc, pour William, il faut qu'il y ait des critères très importants pour que quelque chose soit une adaptation. 3 critères. Et en passant, vous pourriez vous demander, mais pourquoi qu'on parle de trucs comme ça? Parce que l'argument dans le cours, ça va être qu'il y a plein de choses, il y a plein de phénomènes psychologiques qui sont des adaptations. Il y a plein de choses en psychologie de l'espèce humaine qui sont des adaptations. Il y a plein d'aspects spécifiques de la mémoire, de la perception, de la motivation, des émotions, qui sont des adaptations. Ça veut dire des choses que l'évolution peu à peu a programmées en nous parce que les ancêtres qui avaient ces caractéristiques-là passaient plus leurs gènes, faisant en sorte qu'aujourd'hui, on a des programmes en nous, des adaptations qui fait qu'on a tendance à réagir de telle manière, à avoir telle émotion, à désirer telle chose comparativement à telle autre chose, et ainsi de suite. Donc, l'idée du cours, c'est que beaucoup de la psychologie humaine, la nature humaine, c'est un paquet d'adaptations. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est que des adaptations. Okay? Et pour Williams, il y avait 3 critères qui permettent d'identifier une adaptation. La fidélité, l'efficacité et l'économie. Okay? La fidélité, c'est... est-ce que cette adaptation-là, ce mécanisme, il se développe régulièrement chez la plupart ou chez tous les membres de l'espèce qui sont dans leur environnement normal? Et est-ce qu'il fonctionne de manière fiable dans les contextes où il aurait évolué pour fonctionner? Je prends ça dans un exemple classique. Les biologistes font l'argument, et très justement je crois, que la locomotion bipédale, ça veut dire le fait de marcher debout sur 2 pieds, sur 2 membres, dans le fond, sur 2 jambes, est une adaptation chez l'être humain. La marche est une adaptation chez l'être humain. Okay? Et un des critères pour... donc, les êtres humains ont évolué pour marcher. Okay? Ça règle toutes sortes de problèmes qu'on verra plus tard de marcher comparativement à être à 4 pattes. Mais on peut être à 4 pattes. Vous pouvez vous mettre à 4 pattes maintenant. Vous pouvez marcher à 4 pattes dans votre chambre. Vous pouvez le faire. Mais les êtres humains ne font pas ça. Ils marchent à 2 pattes. Pourquoi? Ben, c'est une adaptation parce que ça permet de régler toutes sortes de problèmes. On verra lesquels plus tard. Mais aussi, c'est très fidèle. C'est très fidèle parce que
99,9% des êtres humains marchent tous sur deux pattes. Si tu laisses un enfant se développer normalement, il va graduellement passer de quatre pattes à deux pattes. Ça fait partie du développement normal. OK? Et en plus, et donc, c'est ce qui a tendance à se développer naturellement chez la personne si elle est dans son environnement normal. Maintenant, si tu mets des gens dans un environnement anormal, comme par exemple, si tu les fais grandir dans un environnement qui est juste haut de 2 pieds, par exemple, les gens vont pas pouvoir se tenir debout, donc ils vont évoluer non, ils vont pas évoluer, ils vont se développer, un enfant va se développer, puis il va devenir un adulte qui marche à quatre pattes, s'il existe dans un environnement qui est juste 2 pieds de haut, là. C'est normal, ok? Mais dans notre environnement normal dans lequel on existe, si tu regardes ce qui se passe avec tous les êtres humains, c'est qu'ils graduellement, au cours de leur développement, ils se lèvent sur 2 pattes et ils marchent. Tous les enfants deviennent des adultes qui marchent sur 2 pattes et non pas 4. Donc c'est fidèle. Okay? Et ça fonctionne de manière fiable. Ça veut dire que c'est très utile d'être sur 2 pattes. Ça fonctionne bien être sur 2 pattes. Tout le monde sur Terre marche sur 2 pattes. Donc c'est une adaptation, la marche sur 2 pattes. Remarquez, fait intéressant, qu'il y a un village, je ne sais pas où, dans un pays, je pense que c'est au Bhoutan. C'est un pays, ça, où il y a un village où il y a un groupe de personnes qui marchent à 4 pattes. Mais c'est pas clair si c'est culturel ou s'ils sont incapables de marcher à 2 pattes. Mais ils marchent à 4 pattes. C'est très, très étrange. Je pourrais aller voir ça sur l'Internet. Mais l'adaptation est fidèle là. Tout le monde sur Terre, statistiquement parlant, marche sur 2 pattes. S'il y avait des gens qui marchaient sur 2 pattes, des gens qui marchaient juste sur 1 patte, des gens qui marchaient sur 3 pattes, des gens qui marchaient sur 4 pattes, là on dirait, la marche bipédale, le fait de marcher sur 2 pieds, c'est peut-être pas une adaptation. Mais le fait que tout le monde le fait, c'est une bonne preuve que c'est une adaptation. En plus du fait que ça permet de régler toutes sortes de problèmes qu'on verra plus tard. Donc ça, c'est de la fidélité. L'autre affaire, c'est l'efficacité et l'économie. OK? Cette adaptation-là, ce mécanisme adaptatif-là, est-ce qu'il permet de résoudre un problème adaptif de manière efficace? OK? Et est-ce qu'il permet de régler un problème adaptif sans extorquer d'énormes coûts à l'organisme? Donc, est-ce qu'il est économique? OK? En d'autres mots, une adaptation, ça évolue parce que ça permet de régler un problème, mais ça le permet de régler un problème sans avoir un coût trop important pour l'organisme. S'il y a un coût trop important, ça ne va pas évoluer. Si ça évolue, si aussi ça fonctionne, mais c'est pas super efficace, ça ne va pas évoluer nécessairement très bien non plus. Ces adaptations qui vont vraiment évoluer sont celles qui permettent aux individus de se reproduire maximalement et d'aider les autres qui ont des gènes en commun avec eux de se reproduire maximalement, et qui coûtent le moins à l'individu et qui sont le plus efficaces. Et ça c'est celles qui vont se passer à travers les générations le mieux. Okay? Donc, si c'est une adaptation, ça doit être quelque chose qui permette de résoudre un problème, et qui existe de manière fidèle à travers toute la population, et qui permet de résoudre un problème de manière vraiment efficace et économique. OK? Comme on pourrait penser à différentes façons de régler un problème qui ne seraient pas très économiques. Et on peut voir qu'il y aurait des problèmes avec ça. Qu'il y aurait des problèmes pour la reproduction au bout d'un moment. Parce que, souvenez-vous que tout prend de l'énergie. Donc, si vous avez une adaptation, elle utilise de l'énergie, là, cette adaptation-là. Et donc, ça prend de l'énergie que vous pourriez utiliser pour survivre et pour vous reproduire. Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on ne voit pas des oiseaux avec des ailes qui pèsent des tonnes, par exemple. Tu sais? Parce que ça ne serait pas économique. Les oiseaux avec des ailes qui pesaient des tonnes, il y en a peut-être eu,
mais ils n'ont pas duré longtemps et ils ne se sont pas reproduits assez beaucoup pour survivre. Ceux qui se sont reproduits sont ceux qui avaient des ailes légères, efficaces, qui ne coûtaient pas trop cher en termes de calories, ce qui fait en sorte que tous les oiseaux d'aujourd'hui ont des ailes légères, efficaces. Bon, il y en a qui ont des ailes plus grandes, mais ça fait rien. Ils ont trouvé quand même... L'évolution a trouvé un genre d'équilibre pour que le design soit efficace, économique. Okay? Autrement dit, des adaptations, c'est pas... Une adaptation, c'est pas une caractéristique qui est utile. C'est pas... c'est ça que je veux dire. Attendez une seconde. Ce que je veux dire, c'est pas simplement parce qu'une caractéristique serait utile que c'est une adaptation. OK? Il faut qu'elle soit comme... Il faut que ça soit utile, économique et efficace. Donc, vraiment comme très, très précis. Là. Et donc, ça, l'idée, c'est que c'est impossible que quelque chose... ou du moins, c'est très peu probable qu'une caractéristique soit utile, économique et efficace et que ça soit le produit de pure chance, aléatoire. Okay? Que ça soit juste arrivé par hasard. Okay? C'est très peu probable, ça. Ce qui est plus probable, c'est que si quelque chose est extrêmement utile pour résoudre un problème, très efficace et très économique, ce qui est plus probable, c'est que ça a été sélectionné par l'évolution au fil des générations. Et non pas que ça arrive par hasard. Donc, c'est pas simplement parce qu'une caractéristique est utile que c'est une adaptation. Ce qu'il faut le montrer, pour prouver que quelque chose est une adaptation, il faut démontrer que, un, c'est utile, mais deux, son utilité est improbable. Ça veut dire que c'est comme trop bien designé, trop fonctionnel pour que ça soit apparu par hasard. Et l'argument, c'est que c'est pas apparu par hasard, c'est apparu, ça a été sélectionné, modelé au fil de millions de générations par l'évolution. Okay? Donc, bref, affirmer que quelque chose est une adaptation, ça revient à émettre un jugement de probabilité qui explique pourquoi un ensemble de caractéristiques qui sont fiables, efficaces et économiques ne pourrait pas avoir surgi par hasard simplement, seulement. Par exemple, l'œil. Okay? L'œil, vos yeux, c'est une adaptation fantastique qui permet de régler un problème fantastique de survie qui est de savoir où aller, quoi éviter, comment éviter les prédateurs, comment éviter les choses dangereuses. Okay? La nature a fait en sorte que chez plusieurs animaux, incluant les Homo sapiens, on a développé une adaptation qui s'appelle des yeux, qui fonctionne en captant les rayons de lumière, l'énergie électromagnétique, pour nous renseigner sur notre environnement physique, être capable d'éviter les choses dangereuses, les angles dangereux, les falaises, les prédateurs et tout ça. Okay? Et l'idée, c'est que ces yeux-là, vos yeux, sont une adaptation parce que c'est impossible que quelque chose si utile, si efficace, si économique, si fiable, ait juste apparu par hasard comme ça. Des atomes se sont mis ensemble par hasard selon les mouvements du vent, mais pourquoi ça fait apparaître un œil? Non, impossible, ça n'arriverait pas. OK? Ça n'arriverait pas. À la place, l'idée, c'est que ça a évolué, à la place. OK? Il y a eu une évolution graduelle de l'œil, faisant en sorte que ceux qui avaient des parties d'œil étaient beaucoup plus avantagés pour survivre et donc pour se reproduire. Et graduellement, l'œil a évolué. Et c'est une adaptation pour ça. Parce que c'est utile, important, fiable, efficace et économique. Et c'est impossible que ça ait évolué par hasard. Que ça a surgi par hasard, je veux dire. À la place, ça a évolué au fil des millions de générations. Je vous laisse là-dessus.